Pourquoi Tenet ne va pas sauver le cinéma, prise 1. Le cinéma évolue. Il prend des directions qui peuvent paraître inquiétantes. Entre le service des streaming, la baisse du marché des DVD Blu-ray ou encore la chute des fréquentations dans les salles de cinéma, nos habitudes sont bouleversées peu à peu, par un contexte des plus fragiles. Mais celles-ci ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ou 100 ans. Le 7e art n'a de cesse changé pour nous offrir les meilleures conditions pour découvrir des œuvres. Le cinéma est pluriel. Il se crée, se partage, se transmet, collectivement. Il ne faut pas être alarmiste, mais avoir conscience de ces phénomènes. 2020 a été une année difficile. Notre quotidien, nos manies, notre façon de consommer ont brusquement été modifiés. Le cinéma change, mais il ne meurt pas. Il va vers une direction nouvelle, et pour certains, elle est intimidante. C'est un art encore assez jeune avec le recul, et en 130 ans, il a connu de nombreux bouleversements, mais à chaque fois, l'esprit même du cinéma n'a pas changé. Nous faire vivre l'expérience audiovisuelle de la meilleure manière possible. Beaucoup de réalisateurs aiment jouer avec ces nouveaux codes, alors que d'autres préfèrent et s'obstinent à respecter les traditions. Ce n'est pas un mal, car le cinéma est une expérience riche. Même si elle a ses limites, cette mouvance symbolise un profond amour pour son support. Nolan aime le cinéma et l'expérience qu'il procure. Il sait le montrer, comme avec Tenet. Nolan va sauver le cinéma. Oui et non. Pour moi, c'est pas tant le cinéma qu'il faut sauver, mais son exploitation. Tenet peut être vu comme le porte-étendard de ce nouvel essor des salles, mais il faut prendre du recul et relativiser avant de clamer cela haut et fort. Tenet est la plus grosse sortie de l'été après le Covid-19. Avec le déplacement de Mulan sur Disney+, les exploitants des salles et le public voient ce film comme celui qui va tout relancer. Mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. Tout d'abord, selon moi, Tenet ne va pas sauver le cinéma, ni les salles, mais va contribuer à une relance du secteur. Nolan est devenu une valeur sûre pour le public et les investisseurs. Beaucoup de pression pèse sur ses épaules. Pour maintenir la hype et son statut, qu'il n'aurait jamais gagné avec le Covid, on parle énormément de ce film, ce qui peut lui causer du tort. Imaginez que le film ne soit pas à la hauteur de nos attentes. Qu'est-ce qui va se passer? Le cinéma va s'effondrer et la carrière de Nolan avec? Non, faut pas exagérer. Mais ça risque de remettre en cause les futures décisions des studios. Les salles profitent de ce film et de la réputation du réalisateur pour redéfinir leur programmation. C'est normal. Autour de moi, j'ai l'impression que les gens ont l'image bien ancrée que le cinéma égale grand spectacle. Ils veulent en prendre plein les yeux et passer un bon moment. Et à cause de cela, le cinéma indépendant et les petites salles en pâtissent. Et c'est clairement dommage au vu des nombreuses pépites de ce secteur. Mais nous, critiques cinéma, nous essayons de changer cela avec nos conseils et nos avis. Personnellement, c'est sur mon Twitter que je partage mes découvertes, et je vous assure, il n'y a pas que les films US ou des blockbusters. Mais pour revenir à Nolan, il arrive brillamment à lier ces deux secteurs, et c'est pourquoi son cinéma attire un large public. Mais est-ce que Tenet attire plus qu'un Disney? Est-ce que Tenet attire plus que Mulan? Les cinéphiles répondront que non, mais Mulan est un film familial, à grand spectacle. Le public visé n'est pas le même. Les familles face aux amateurs de cinéma. C'est très généralisé ce que je dis, et c'est surtout une opinion personnelle, mais je pense pas que ce soit forcément faux. D'où le fait que Disney soit aussi riche, vu qu'il s'adresse à un public énorme. Ainsi, son remaniement vers Disney+ a impacté énormément de monde, les exploitants en salle en premier. Voir les salles de cinéma en baver à cause du Covid, c'est dramatique. Il faut changer ça, il faut les préserver, parce qu'au-delà du domaine artistique, elles offrent une expérience sociale, qui rassemble des gens, et qui leur font découvrir et vivre des moments uniques. Mais encore une fois, il faut relativiser. Le cinéma ne se limite pas aux salles. En 130 ans, il a connu moult dérivations. Projection, télévision, drive-in, VHS, DVD et maintenant streaming. Ces évolutions ont permis au cinéma d'être plus accessible. Au-delà de l'aspect industrie, tous ces supports avaient un but. Proposer la meilleure expérience possible pour les spectateurs. Le cinéma ne meurt pas, il prend de nouvelles formes, qui possèdent ses avantages comme ses inconvénients. Quand les VHS ont débarqué, tout le monde pensait que le cinéma allait mourir. Pourtant, je suis de la génération VHS. Et ça m'a pas empêché d'accroître ma culture cinématographique ou de vouloir être réalisateur. Personnellement, je suis allé dans une salle de cinéma très tardivement. Je me suis nourri de ces VHS, et les souvenirs sont devenus impérissables. De Batman en passant par le petit dinosaure, j'en ai regardé des VHS.
C'est ce qui m'a introduit au 7e art et m'a permis de réaliser que je voulais moi-même en créer des films. La VHS m'a énormément aidé, et au fond, je voyais personne s'en plaindre de la VHS. En même temps, j'avais 5 ans et il n'y avait pas Twitter à l'époque. Voilà. Les DVD et Blu-ray ont amélioré l'expérience, et aujourd'hui, c'est la révolution du streaming légal. L'évolution des mœurs et de nos moyens de consommation ont changé notre manière de voir le cinéma. À cause du Covid, le streaming apporte une sécurité pour les gens. De chez eux, confortablement, en famille, ils peuvent visionner des centaines de films ou de séries. On peut voir ainsi que c'est vraiment pratique et accessible. Mais comme chaque support, il a ses failles. Le service en ligne n'est pas le plus stable et peut être freiné par le support lui-même. Les boîtes comme Netflix peuvent facilement modifier une œuvre s'il y a une séquence qui fait polémique, ce qui est à mon sens un réel problème. Mais surtout, on ne possède pas matériellement les œuvres, qui ont une durée de vie assez éphémère sur certaines plateformes, ce qui peut perdre en accessibilité avec le temps. Ainsi, les DVD Blu-ray, qui ont pourtant beaucoup d'avantages, se vendent moins, et la fréquentation en salle baisse. L'exploitation des œuvres change, mais ça ne signifie pas sa mort. Rien ne remplacera l'exaltation de découvrir une œuvre sur grand écran. Même si ce support a ses limites, avec les nombreux incidents qu'il peut avoir pendant les films d'horreur, ou un mec qui se branle pendant Avengers 3. Mais l'expérience reste toujours aussi folle. Pour un blockbuster comme un film indépendant, il faut préserver les salles. Je ne soutiens pas les décisions qu'ont prises Disney, ou ceux qui reposent tout sur le streaming. Mais si ça permet au cinéma d'évoluer, de lui permettre d'avoir plus de liberté de faire connaître des œuvres au plus grand nombre, il ne faut pas être hermétique. Quand on voit que Scorsese a eu du mal à financer et diffuser The Irishman de manière traditionnelle, il y a de quoi remettre en doute le système cinéma aujourd'hui. Alors que des réalisateurs un peu moins expérimentés ont l'air d'être nettement moins bridés par Netflix que par des studios traditionnels. Les plateformes comme Netflix et Amazon m'ont permis de rattraper beaucoup de films cultes. D'autres comme Shadows et Mubi proposent des films plus indépendants et plus inaccessibles. Le streaming est important aujourd'hui. Il faut savoir élargir ses horizons, comme avec le débat stérile entre la VO et la VF. Chacune de ces versions a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas d'extrême en fait. Et prôner de manière élitiste l'une ou l'autre, ça fait jamais rien avancer. En fait, ce qui manque cruellement, c'est de l'optimisme. Toujours du nivellement vers le bas, une fatalité, et juste accepter la chose. Non. Pendant une pandémie mondiale, les gens ont autre chose en tête. Mais ça ne veut pas dire que c'est la fin. Au contraire. Les services de streaming diffusent de plus en plus de films, accessibles en sécurité chez nous. Les salles de cinéma diffusent des grands classiques plus fréquemment. Les films indépendants ont eu un second souffle. Cette pandémie a apporté de belles choses malgré tout. C'est pour ça que Tenet ne va pas sauver le cinéma, parce qu'il n'a pas à être sauvé. Ce que Tenet va faire, c'est aider un nouvel essor des salles cette année. Et les exploitants sont bien contents vu que Mulan a été déplacé vers Disney+. Il est dommage de voir que le succès des salles dépend des grosses sorties américaines. Mais c'est le plus gros marché du cinéma, et le plus accessible pour le public lambda. Parasite a changé la donne l'année dernière, mais le Covid a ralenti ce renouveau. Peut-être que je me trompe royalement sur le sujet. N'hésitez pas à partager votre avis pour qu'on débatte ensemble, et surtout à me dire si j'ai fait des erreurs. Mais en dehors de ce contexte assez difficile, Tenet est vraiment important pour le cinéma. Voilà pourquoi. C'est vraiment cool. C'est purement du Nolan, que ce soit dans les bons côtés et mauvais côtés. Mais quelle expérience! Je confirme que ce film est important, malgré ses défauts qui peuvent faire tiquer. Mais niveau grand spectacle, il se place en haut du panier. Et ça fait du bien de voir que Christopher Nolan se lâche davantage dans sa mise en scène, ses histoires et ses directions. Avant de parler du film, j'aimerais me concentrer sur 2-3 détails, et j'essaierai de pas spoiler. En même temps, l'histoire est tellement complexe que je pourrais jamais la résumer clairement. Tenet est le deuxième film original le plus cher jamais produit. Il est adapté d'aucune œuvre et tiré d'aucun fait réel. Christopher Nolan a inventé cette histoire de toutes pièces et maîtrise son univers. La Warner lui a fait totalement confiance et lui a laissé carte blanche. Sa détermination à exiger la sortie de son film en salle montre à quel point il aime le cinéma et sait que ce film ne peut s'apprécier qu'au cinéma. Surtout avec son envie de tourner tout en naturel, presque ou sans effets spéciaux, avec ce fameux avion craché réellement. Son amour pour la pellicule n'y est pas étrangère, mais j'aime cette dévotion sans faille. Mais moi, ce qui m'a vraiment intrigué, c'est l'équipe autour du film. Nolan a travaillé avec de nouvelles personnes, comme Jennifer Lame au montage, Ludwig Göransson pour la musique, de nouveaux acteurs, et la confirmation avec Hoyte von Hoytema, son chef opérateur. Bref, une nouvelle dimension avec un concept unique qui me donnait clairement envie. So I think we really had the benefit of building on what we've done in the past, and that really feels
feels like your responsibility. If you're a filmmaker who is given access to great resources, you don't want to just repeat yourself. You want to really try and challenge yourself and try and show the audience something they hopefully haven't seen before. Le résultat vaut clairement le coup, et Nolan offre encore du grand spectacle. Même s'il reste empêtré dans ses fameux écueils, il arrive à se renouveler. Nolan se lâche et ça se sent. On sent qu'au niveau mise en scène et imagerie, il a monté d'un cran. Les couleurs sont nettement plus mises en valeur, et le cadrage gagne en précision. Depuis qu'il collabore avec Koitema, Nolan travaille davantage son image et ça fait du bien. Il magnifie et met en avant les nombreux décors du film avec une lumière magnifique. Nolan montre encore une fois qu'il maîtrise la mise en scène, notamment avec le fameux concept d'inversion du temps qui est ultra visuel. Je n'ai jamais vu ça au cinéma et c'est très prenant et impressionnant. D'ailleurs, Nolan a corrigé un de ses défauts. Ses scènes d'action sont nettement plus lisibles et surtout accentuées par un travail phénoménal sur le son. Les séquences deviennent angoissantes et d'une tension aussi palpable que Dunkerque. Et cette musique, je trouve la musique incroyable. Nolan prend des ingrédients de tous ses derniers films pour les implanter dans Tenet, pour l'emmener vers un niveau supérieur. Inception, Interstellar, The Dark Knight Rises et Dunkerque. Chacun de ces films se trouve dans Tenet. Le film va du film d'espionnage au film de guerre en passant par le thriller. On sent clairement que Nolan voulait proposer une vraie expérience au cinéma. Un des points majeurs du film, c'est son montage. Je pensais que Jennifer Lame allait apporter nettement plus de relâchement dans son montage. Elle arrive brillamment à mêler les différentes timelines et à enchevêtrer quelques séquences. Mais Nolan choisit encore de surcuter pas mal de séquences. Les scènes d'action sont plus lisibles, mais on aurait aimé souffler un petit peu plus. Et c'est ça aussi Tenet. Le film est une pile électrique. Il ne s'arrête jamais et prend rarement le temps d'apposer une ambiance. Ça donne au film un rythme haletant, frénétique et prenant, mais si on s'amuse à comparer avec Inception par exemple, ce dernier, malgré ses nombreuses explications, arrivait à être beaucoup plus lisible. Parce qu'en fait Tenet, il est confus, et très bavard aussi, et même s'il tente d'expliquer et d'exposer, ça reste assez poussif. Et j'avoue que l'absence de son frère n'est pas forcément étrangère à cette sensation. Le concept d'inversion du temps et le fil rouge global sont plutôt accessibles à la compréhension. En gros, si on veut résumer le film, le protagoniste doit empêcher un conflit entre le présent et le futur, qui peut entraîner une guerre temporelle. Sur le papier, c'est assez dingue. Ça l'est même. Nolan aime quand c'est cérébral, et ne veut pas donner toutes les clés, mais je pense qu'un juste milieu n'aurait pas été de trop. N'essayez pas de comprendre, ressentez-le. Alors oui, mais le dire à voix haute, ça enlève la dimension vraisemblable du film, comme s'il avouait que c'est beaucoup trop complexe à expliquer. En fait, Nolan arrivait mieux à établir les règles dans Inception que dans Tenet. Il faudra plusieurs visionnages pour comprendre chaque détail. Le film repose sur sa complexité et sa structure palindrome, où tu comprends les enjeux qu'à la fin. Il est très dense, beaucoup de dialogues d'exposition pour essayer d'immerger le spectateur, mais il faut être concentré à fond pour tout saisir. Et surtout, en avait-il clairement besoin? Quand on voit la mise en scène, ça suffit à comprendre. Tenet n'est pas autant accessible que ses autres œuvres, qui étaient déjà assez complexes. Et après, quelques-uns de ces dialogues sont assez nébuleux et assez lourds. Mais malgré cela, cela reste d'une inventivité vraiment enrichissante. Surtout que revoir un film plusieurs fois pour mieux le comprendre, ça me dérange pas du tout. Ça me permet de mieux apprécier chaque détail du film. Mais après, il y a un truc qui me gêne. C'est que Tenet est vraiment froid. Beaucoup plus que les autres. Là encore, dans cet aspect plutôt pessimiste, il y a des choses qui fonctionnent. Nolan apporte un ton sombre qui fait froid dans le dos et qui tient en haleine le spectateur sur les intentions de l'antagoniste et sur la société qu'il dépeint. Mais ce qui manque au film, c'est des vrais liens entre les personnages, une vraie amplitude émotionnelle et psychologique. Mais après, ils sont tous convaincants et très bien choisis. John David Washington possède le côté sérieux et parfois blagueur à la James Bond. Elizabeth Debicki est une femme forte attachante, enfermée dans sa relation toxique avec un Kenneth Branagh sadique. Sans oublier un Robert Pattinson qui montre que le duo fonctionne parfaitement et prouve encore une fois que c'est un des meilleurs acteurs de notre génération. Il pourra encore plus le prouver l'année prochaine. Chaque personnage a une particularité et une fonction claire qui lui permet de créer la sympathie. Je les aime beaucoup, mais ce n'est pas assez poussé pour créer pleinement l'empathie et l'implication du spectateur. C'est cohérent avec le sujet et le message du film. L'espionnage, c'est clairement le monde invisible, et pour réussir, il faut savoir rester de marbre pour le succès de la mission, car le simple attachement peut tout chambouler. Mais on aurait aimé quand même plus de clarté et d'enjeux personnels pour le protagoniste, que la relation entre Pattinson et Washington soit accentuée, ou encore celle entre Debicki et Washington. Il y avait de l'ambition et du potentiel, qui est un petit peu délaissé. Il manque la poésie d'un Interstellar ou l'amour passionnel et maudit d'un Cobb et d'une Mel par exemple.
Donc oui, même si ces personnages sont ultra charismatiques et très bien interprétés, avec quelques touches d'humour bienvenues, le film manque assez d'émotion. Malgré ces défauts qui peuvent paraître majeurs, j'ai été embarqué par l'originalité du film. Dès l'introduction, j'ai senti que Nolan allait me proposer quelque chose d'unique, et que c'est seulement dans une salle de cinéma que j'allais pouvoir en profiter. Les frissons, l'ébahissement, l'incompréhension aussi, mais surtout l'effet waouh. Tenet n'est pas un film parfait. Ce n'est peut-être pas le chef-d'œuvre ou le messie que le cinéma attendait, mais il fait clairement du bien dans le paysage des blockbusters. C'est une proposition unique, qui a ses failles, mais qui assure un spectacle grandiose, avec des séquences jamais vues auparavant et qui vont marquer les spectateurs. Je pense que le film se bonifiera avec le temps. Il divise pour le moment et c'est normal. Comme on l'a vu, le film a été énormément mis en avant. L'attente était beaucoup trop grande pour satisfaire tout le monde, mais ce n'est pas grave. Le plus important à mes yeux, c'est que Nolan se lâche, et que tout le monde dans l'équipe et dans les acteurs, malgré le propos plutôt nihiliste, ont l'air d'avoir kiffé de faire ce film. C'est ça que j'aime et que je veux défendre aujourd'hui. Voir des gens guidés par leur passion, et le montrer de la meilleure manière possible. Le film est complexe, il ne plaira pas à tout le monde, mais il vaut clairement le déplacement dans les salles, que ce soit pour l'expérience, mais également pour les aider. Allez voir ce film, et n'oubliez pas, aimez les films que vous aimez.